Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Quelques mots, je vais essayer. Olivier Sénic, architecte, praticien ici dans cette agence Z Studio, enseignant en école d'architecture à Val-de-Seine et à Versailles, co-directeur du master spécialisé BIM, élu à l'ordre des architectes. Nous entendons de plus en plus parler de BIM dans le BTP et plus précisément dans les agences d'architecture. Qu'est-ce que le BIM pour vous? Alors pour moi, c'est beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses très différentes. Le BIM, c'est avant tout, non pas un outil, mais on dit parfois un processus de travail, je préfère encore dire une démarche ou presque un état d'esprit de collaboration entre les acteurs du projet. Donc on connaît les différentes significations du mot BIM successives et emboîtées comme des poupées russes, depuis le modèle qui se rapporte vraiment au fichier et à la maquette, qu'il ne faut pas ignorer, au modeling qui est au fait de travailler dans cette démarche et avec cet état d'esprit, et puis surtout au management. Donc si on doit dire quelque chose, c'est du management de projet, c'est de la gestion de projet à travers une maquette dans un processus collaboratif avec les différents acteurs de projet. Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de ce processus pour vous en tant qu'architecte, mais aussi pour votre agence? L'avantage, c'est de mieux faire notre travail, si on schématise. Qu'il s'agisse du processus global de conception, d'échange avec les autres intervenants, avec les maîtres d'ouvrage ou simplement avec les outils, c'est un moyen de mieux faire notre boulot. Ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau ou extraordinaire, comme on entend parfois. C'est plutôt des choses assez naturelles, ou c'est plutôt un assemblage de choses qu'on pratique depuis longtemps. Nous travaillons ici en maquette 3D depuis toujours. Nous échangeons autant que possible avec nos partenaires, nous communiquons avec nos maîtres d'ouvrage. Le BIM apporte tout ça à la fois, là où les choses étaient avant un peu isolées les unes des autres. À ce jour, avez-vous décidé de vous lancer dans le processus BIM? Alors nous y sommes déjà largement engagés, autant que les projets et les intervenants le permettent. Donc de façon systématique, tous nos projets ici à l'agence, qui sont beaucoup de projets de restructuration de bâtiments industriels ou d'aménagement de locaux commerciaux, sont développés en maquette numérique, ça c'est le premier niveau. Ça permet de produire tous les documents usuels, ça permet de communiquer en 3D, même si c'est trivial, ça reste nécessaire avec tous nos interlocuteurs. Et autant que possible, lorsque les bureaux d'études ou par exemple les bureaux de contrôle sont capables d'échanger avec nous sur une base de maquette, là on essaye de mettre en œuvre un processus BIM. On a aussi une activité, non pas de maîtrise d'œuvre, mais d'accompagnement de confrères, dans lequel on fait du travail pour eux, de mise en place de maquettes et de processus. Comment avez-vous mis en place le BIM, seul ou accompagné d'un BIM manager? Comme nous sommes nous-mêmes BIM managers pour d'autres, de la même façon que nous avons appris les outils 3D lorsqu'ils sont apparus et nous avons ensuite formé les autres, en tant qu'enseignant en école d'architecture ou en tant que formateur professionnel, de la même façon le BIM, nous faisons partie de ceux qui le découvrons et l'apprenons aux autres. Donc nous sommes nos propres BIM managers avant de l'être également pour certains confrères. Pouvez-vous me donner les grandes étapes de son installation dans votre agence? Les étapes, oui, il y en a une. Quand on a créé l'agence en 1996, elle s'installait en parallèle d'une société de services pour architectes qu'on avait créée initialement avec mon associé, qui travaillait en maquette numérique, qui travaillait sur Archicad. Donc on a poursuivi et puis on continue. Donc d'une certaine façon, il n'y a pas d'autre évolution depuis celle-ci au tout début. Nous faisons partie des architectes qui n'avons absolument jamais travaillé avec AutoCAD en 2D. Donc nous ne faisons que poursuivre ce qui a été fait initialement. La différence, c'est que maintenant on peut jouer avec les autres et qu'on ne reste pas tout seul dans notre coin. Si on prend la théorie, on faisait du BIM niveau 1 pendant longtemps à faire nous-mêmes nos maquettes dans notre coin. Maintenant on peut échanger avec d'autres. Avez-vous décelé des erreurs à éviter? Oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Les erreurs, c'est de vouloir trop en faire trop vite, trop loin. Et ça, c'est ce qu'on voit souvent chez les débutants qui soit font du BIM et le font d'une façon erronée parce qu'ils veulent saisir trop de choses dans la maquette à des stades trop préalables du projet, perdent du temps, perdent de l'énergie, vont trop loin, font des maquettes trop lourdes et pas pertinentes. Puis finalement, le processus s'avère contre-productif. Il y a aussi l'erreur qu'on voit de ceux qui ne font pas de BIM parce qu'ils s'imaginent que c'est plus compliqué que ça n'est en réalité et qu'il faut saisir plus d'informations que ça n'est utile. Donc il y a vraiment les deux types et il faut trouver la bonne voie de modéliser ces projets avec juste la bonne mesure à un moment donné et d'amorcer un processus d'échange avec ses partenaires, là aussi d'une façon assez pragmatique, assez efficace, avec des méthodes mais pas trop.
Il y a aussi ce risque-là de passer son temps à se conformer à des chartes, il en faut, à des process, à rendre les choses plus compliquées qu'elles ne sont. Bien sûr, ça dépend des types de projets. Sur des projets ambitieux, complexes, des centres hospitaliers, il faut énormément de rigueur. Sur des projets plus petits, avec moins d'intervenants, on peut davantage, non pas improviser, mais se sentir avec une certaine liberté et mener quand même efficacement son travail. En matière de BIM, la France est en retard par rapport à ses voisins anglo-saxons, notamment à cause d'un manque d'intérêt pour ce processus. Selon vous, pourquoi de nombreux professionnels français restent sceptiques devant les améliorations que propose le BIM? Alors, première chose, je ne sais pas si on est si en retard que ça quand on parle du BIM dans les différents pays. À travers le monde, il y a des pays ou des régions dans lesquelles c'est très développé. C'est des endroits un petit peu particuliers comme Singapour ou d'autres. Il y a certes en Angleterre l'imposition du BIM sur un certain seuil de projets publics depuis cette année, ça reste récent. Il y a des avancées dans les pays nordiques, mais qui dans certains cas restent ponctuelles. Donc il y a des choses qui existent, mais je ne sais pas si c'est totalement répandu chez tous les professionnels à ce point, et si ici on est si en retard que ça. Ou du moins, ce retard, ou ce petit retard à l'allumage commence à se rattraper, et puis tout le monde y vient, on sent une effervescence très nette depuis 2 ans, depuis début 2014. Tout le monde en parle, tout le monde y vient, et on va arriver petit à petit à être dans le bain. Et avec des gens qui sont très en avance, d'autres qui sont très en retard, c'est très très disparate, et je pense que ça l'est dans pas mal de pays aussi. On le voit également dans les entreprises, certaines qui sont présentées comme spécialistes du BIM, et puis en fait il y a 3 personnes qui savent faire, et sur le terrain ou en région, c'est loin d'être le cas partout. Donc en vrai, tout le monde est là, il y a des expériences anciennes qui existent dans certains cas, et puis juste à côté, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. Cela dit, on en parle beaucoup ici depuis 2 ans, avec la directive européenne de début 2014, avec la mise en place du plan de transition numérique, on a vu le BIM d'or, tout bêtement parce qu'il y a un manque d'intérêt chronique qui existait déjà avant pour les évolutions technologiques, notamment chez nos confrères architectes, qui sont souvent très intéressés par des nouveaux produits de bâtiment, qui sont peu intéressés malheureusement par les évolutions de la profession, les outils au service de la profession, le fait d'être des entrepreneurs qui devront avoir des outils efficaces, qui sont venus tant bien que mal et plutôt par la force que par l'envie aux outils numériques il y a 10 ou 20 ou 30 ans, qui ont mis du temps à abandonner leur rotring et leur lame de rasoir, qui ne se sont pas mis rapidement sur Internet, qui sont toujours un peu en retard d'une guerre sur ce terrain-là. Et le BIM, c'est comme le reste. Si ce n'est que là, le fait de ne pas y être va être plus cruel et sans doute plus rapidement que le fait, il y a 20 ans, de ne pas avoir d'ordinateur ou de ne pas savoir échanger un fichier DXF par mail. Pensez-vous que le processus BIM peut aussi bien se développer en France que dans les pays anglo-saxons ? Il n'y a pas de raison qu'il ne se développe pas en France. Par contre, ce qui est certain, c'est que le tissu du monde de la construction français est différent de celui des pays anglo-saxons. On sait que dans les pays anglo-saxons, on a des grosses structures de maîtrise d'œuvre, des agences d'architecture de 50 ou 200 personnes qui intègrent architectes, ingénieurs, économistes, qui a un rôle très particulier de la maîtrise d'œuvre, qui réalisent toutes les études jusqu'au plan d'exé avec des entreprises qui se contentent d'exécuter les travaux sans faire de plan. Le schéma n'est pas du tout le même en France. Il y a des majors et des grandes entreprises qui revendiquent de faire des plans d'exé, il y a des petits bureaux d'études indépendants. Donc sans caricaturer les anglo-saxons d'un côté et les pays latins d'un autre, parce qu'on sent que l'Italie, l'Espagne sont plutôt dans la même logique que nous, voire même les Suisses francophones que j'ai rencontrés il y a 1 an, qui cherchent à voir comment faire du BIM dans leur logique initiale, sans être inféodés aux logiques anglo-saxonnes ou germaniques par exemple. Donc c'est vraiment la façon dont on travaille ici, qui certes doit évoluer, et le BIM n'en est qu'un des aspects. Rester des toutes petites structures, ça ne marche pas, mais on ne va pas passer d'1,7 personnes en moyenne en agence d'architecture à 50 ou à 100. Par contre, on sent que les agences doivent grossir un petit peu, doivent se fédérer, et qu'un certain nombre d'acteurs habitués à travailler entre eux, et qui pourront le faire notamment grâce à ces outils, des plateformes collaboratives, pourront bosser ensemble et constituer des structures de taille plus importante, tout en restant indépendants. C'est plutôt ça qu'on voit se mettre en place, et on sent que pas mal de gens ont plutôt envie de ça, plutôt que de changer totalement. C'est plus une évolution qu'une révolution complète. Le processus BIM bouleverse totalement les méthodes de travail actuelles. Pensez-vous que ce dernier puisse nuire au métier d'architecte ? Alors effectivement, je pense déjà que ça peut nuire au métier d'architecte pour ceux qui ne viendraient pas au BIM. Donc ça c'est un peu facile, mais on sent qu'il y a un mouvement global.
Je posais il n'y a pas longtemps la question des étudiants, est-ce que vous pourriez être architecte aujourd'hui sans ordinateur? On peut être architecte, mais est-ce qu'on peut faire un métier d'architecte? C'est évident que non, à mon sens. Le BIM, ça va être la même chose d'ici quelques mois, 1 an ou 2 ans ou quelques années au plus. On ne pourra pas faire métier d'architecte et faire de l'architecture si on n'a pas ces outils, si on ne s'inscrit pas dans cette démarche qui est en train de s'installer partout. À côté de ça, on voit certains archi-réfractaires qui considèrent que le BIM ne les concerne pas et que ce n'est qu'une sorte d'escroquerie intellectuelle, que pour faire vite, c'est un complot d'éditeurs de logiciels associés à des grandes entreprises de construction, associés aux industriels du bâtiment, et que les gens dont je fais partie qui l'utilisent et en disent du bien sont au mieux des naïfs et au pire des complices objectifs de ces gens-là. En disant, à cause du BIM, on va faire de l'architecture standardisée, on va mettre en place les mêmes outils, les mêmes processus, les grandes entreprises vont pouvoir s'immiscer plus tôt dans le projet, vont pouvoir, sous couvert d'aider à la conception avec leurs méthodes, agir plus rapidement, mettre la main sur le projet, évincer les architectes, et en plus on va alimenter des vendeurs de logiciels qui nous font acheter des choses qui ne sont pas utiles. Ils n'ont pas forcément tort, c'est ça qui pourrait se passer si les architectes n'y vont pas. Ou effectivement, qu'ils soient de bonne foi ou qu'ils se laissent engager par la tentation et la facilité des outils, on peut penser que ce schéma cauchemardesque pourrait arriver. Et c'est bien pour ça qu'il faut y aller. Il ne faut pas dire refuser le BIM pour ces raisons-là. Il faut dire qu'il y a des tas d'atouts, des tas d'intérêts et des tas de risques pour les archis ou pour l'idée qu'on se fait de l'architecture si on la laisse se déployer dans les mains de gens qui ne sont pas architectes. Donc il faut bien que les architectes soient très présents, très engagés le plus tôt possible pour avoir les outils et les moyens pour dialoguer avec les autres et faire passer mieux qu'avant leurs valeurs et leurs idées. Et on sent, c'est un peu naïf, mais on a l'impression que ça marche et que c'est vrai. Qu'à travers cette logique de BIM, les acteurs se parlent davantage, s'écoutent davantage et que le discours que portent les archis commence à atteindre quelques oreilles qu'ils n'atteignaient pas avant. Parce qu'on raisonne en coût global, on raisonne en qualité, on raisonne sur le long terme, on raisonne en usage, ce qu'on faisait peut-être moins avant, et y compris des acteurs qu'on pourrait juger un peu cyniques ou intéressés, jouent le jeu, jusqu'à présent en tout cas. Dans le plan de transition du numérique dans le bâtiment, le PTNB, une attention particulière est portée aux TPE-PME. Pensez-vous que le BIM risque d'être fatal pour les petites agences ? Les agences françaises étant essentiellement des petites agences, ça peut leur être fatal si elles ne s'y intéressent pas. Ça, on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, des gens qui ne prendraient pas la mesure de ce qu'est les outils, qui resteraient accrochés à des méthodes anciennes, tout bêtement seraient évincés de la commande, parce qu'aujourd'hui on commence à avoir un mouvement très net, notamment chez les bailleurs sociaux, qui pour des opérations courantes, construire 80, voire 50, voire 35 logements en banlieue de grandes villes, imposent aux candidats de faire du BIM. Des archis qui ne sauraient pas y répondre seraient évincés de la commande, parce qu'aujourd'hui il y a assez d'architectes de qualité qui savent répondre à ce genre de demande pour que les bailleurs sociaux ne considèrent pas que c'est un frein, que la concurrence est bridée ou qu'ils ne peuvent pas avoir les architectes de qualité qu'ils souhaitent. Donc des petites agences qui ne prendraient pas conscience de ça, oui, seraient évincées. Par contre, passer au BIM, c'est choisir un outil, se former, c'est ni très long, ni très compliqué, ni très coûteux. Pour autant qu'on en prenne la peine, c'est pas forcément être une agence de taille énorme, c'est trouver des partenaires avec qui travailler, ça peut être trouver des partenaires qui feront office de BIM manager pour compléter une équipe sur un concours, donc c'est se donner les moyens, là aussi plutôt que de rester seul dans son coin à pleurnicher, c'est de saisir les opportunités ou de transformer un risque éventuel en une vraie opportunité pour les archis. Donc oui, il faut se saisir de ça, notamment pour les petits. Et c'est peut-être d'une part, c'est indispensable pour résister, et c'est aussi sans doute la meilleure arme pour contrer les gros, en disant que grâce aux outils, grâce à ces outils, à cette maîtrise, des agences petites ou moyennes peuvent, dans un certain nombre de cas de figure, faire aussi bien que des grosses. Inspirer confiance, être productives, être efficaces, faire un boulot de qualité, parce qu'elles ont mis en place des méthodes, parce qu'elles s'appuient sur des outils qui leur permettent de mener aussi bien que les gros. Et de ne plus être des artisans peut-être vaillants, mais pas très efficaces. Et pour les petites agences qui ne réaliseraient que des maisons individuelles ou des petits projets, vous pensez que le BIM peut leur apporter quelque chose ? Oui, parce que déjà si on raisonne en termes simplement de maquette numérique, sans même parler du processus BIM, tout bêtement, on est plus efficace avec ces outils, on met en forme le projet qu'on a imaginé, on n'a pas des allers-retours perpétuels entre 2D et 3D, entre plan, coupe, façade, on a une seule base de données du projet
qui permet de développer le projet, qui permet de présenter des variantes aux clients, qu'ils comprennent le projet, de le donner aux entreprises. Même sur une extension de maison individuelle, on pourra plus facilement bâtir l'existant, bâtir des évolutions, des différentes simulations, les chiffrer, produire plus efficacement un permis de construire et donner des documents plus fiables et plus précis à une entreprise qui pourra construire le projet, l'imaginer, le chiffrer et ensuite le construire sur le chantier. Et l'investissement n'est pas si élevé que ça pour dire j'ai pas les moyens parce que je fais des petits projets. Si on ne se trompe pas d'outils, si on ne va pas trop loin, c'est un outil de travail au quotidien. Pour terminer cette interview, est-ce que vous avez encore quelques mots à rajouter sur le sujet du BIM ? Plusieurs. Si on parle du BIM en tant que tel, donc en résumant en disant que c'est un mode de travail collaboratif, qui est-ce qui devrait exister ? De la même façon, c'est un peu paradoxal qu'il ait fallu attendre la RT 2012, une obligation réglementaire, pour se rappeler que des logements devaient être ventilés naturellement autant que possible, bien implantés sur le terrain, construits avec des formes efficaces, alors que ça devrait être le b.a.-ba de l'architecture. De la même façon, quand on parle du BIM et de ce que c'est une méthode de travail qui fait intervenir les différents acteurs du bâtiment, comme avant, des architectes, des ingénieurs, des maîtres d'ouvrage, il y a les mêmes acteurs, ni plus ni moins. Chacun aura son rôle autour du projet comme avant, c'est simplement le curseur qui va bouger dans ce que fait chacun d'entre eux. Même le BIM manager n'est pas un métier en tant que tel, c'est un rôle que doit prendre, à mon sens, celui qui est le mandataire du projet, donc bien souvent l'architecte, mais parfois l'ingénieur ou l'économiste. Et que des différents acteurs du projet, y compris la maîtrise d'ouvrage, y compris au bon moment des entreprises, se réunissent pour travailler ensemble autour du projet, chacun avec ses apports. Ça paraît assez naturel, que ce soit sur une feuille de papier, sur un écran ou sur une plateforme en ligne, c'est la même chose. Réunir un certain nombre de personnes qui vont collaborer autour d'un projet pour chacun apporter leur point de vue, leur éclairage, leurs compétences. C'est ça le BIM. Ce n'est que des choses qu'on aurait déjà dû faire, tant mieux si un effet de mode fait que les gens se parlent, se connaissent et qu'on a maintenant des outils efficaces. Et après, sur un second niveau, si on réfléchit là pour les architectes, c'est vraiment une opportunité, on est beaucoup à le penser, que les architectes quittent la position un peu misérabiliste qu'ils avaient, qu'on leur avait donnée ou qu'ils s'étaient laissé leur infliger dans certains cas, reviennent au milieu de la scène en disant c'est une vraie opportunité de redire qui on est, ce qu'on fait, d'organiser ce processus. C'est un processus de gestion de projet, de développement qui s'appuie sur des méthodes. Il faut que les architectes soient capables de faire ça. Et se rendre compte que lorsqu'on dit que le BIM doit être animé par des acteurs qui connaissent le projet, qui connaissent la construction, qui travaillent en équipe, qui ont un esprit de synthèse, c'est assez synonyme d'architecte tout ça. Donc il y a une vraie opportunité pour les architectes de profiter de l'engouement et même de l'effet de mode actuel du BIM pour dire nous sommes parmi ceux et peut-être ceux qui pouvons le mieux répondre à ces questions-là et donc reconquérir une place sur le projet. On n'est pas tout seul, bien sûr il y a plein de monde. Il ne s'agit pas d'être l'unique acteur du projet, mais d'être celui qui s'impose comme étant l'auteur initial du projet et celui qui va le mener à terme également. Donc c'est à la fois technique et c'est aussi stratégique pour le métier et tout bêtement pour faire son travail, construire des bâtiments, construire des espaces au service des usagers et du public. Merci d'avoir participé à cette interview. Merci, bravo pour la suite.